et comment y intégrer l'économie circulaire dans un contexte un peu plus vaste. Et c'est dans ce contexte-là, bien sûr, que l'intégration de l'économie circulaire dans les marchés publics est très pertinent. Et bien sûr, je ne suis pas l'experte juste dans les marchés publics, donc on m'a demandé d'un peu vous développer comment nous avons abordé le sujet dans notre Vademecum bâtiment circulaire qui est publié il y a un an. Et ça sera un peu la base de ma présentation, mais vous pouvez continuer les slides pour un peu établir le prochain slide, l'overview de la présentation. Oui. Donc, dans un premier temps, je veux quand même encore indiquer l'économie circulaire. En fait, qu'est-ce que c'est? Et c'est plus que le réemploi et le recyclage. Il y a beaucoup de stratégies d'économie circulaire dans les différentes étapes du cycle de vie. Et donc, avant de parler de comment l'intégrer dans les marchés publics, je pense que c'est important de vraiment regarder c'est quoi les différentes stratégies qu'on peut aller implémenter dans le secteur de la construction. Et après, je voudrais vous montrer des initiatives qu'on a développées au sein de Bruxelles Environnement. Et donc, le Vademecum bâtiment circulaire, plus en détail, et 2-3 autres initiatives. Et j'aimerais terminer avec quelques défis que nous voyons aujourd'hui concernant ces thématiques. Mais je suis sûre qu'il y a sur cette thématique beaucoup plus à discuter et avec beaucoup plus de professionnels. Donc, on aura des questions à discuter entre nous. Donc, vous pouvez continuer les prochains 2 slides. Donc, comme je disais, en fait, l'économie circulaire, ici, je vous montre, en fait, je vous affiche une image qui vient de notre Vademecum bâtiment circulaire et où nous essayons de montrer en fait que ces principes-là peuvent se situer au moment de la rénovation d'un bâtiment, mais aussi au moment d'une construction ou la démolition et la reconstruction d'un bâtiment. Donc en fait, cela englobe beaucoup plus que juste du réemploi dans les bâtiments, mais on parle aussi de la conception spatiale, conception réversible, comment maintenir des bâtiments le plus long possible dans leur durée de vie, le choix des matériaux, etc. Et donc, j'aimerais vous montrer quelques exemples pour parler un peu plus spécifique comment parler de cela dans les marchés publics. Donc, vous pouvez continuer le prochain slide. Tout d'abord, comme à Bruxelles, bien sûr, on a un bâtiment, un parc de bâtiments qui est très élaboré. Et la rénovation, en fait, le maintien du bâti, c'est la stratégie d'économie circulaire primaire. Donc, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'on a et comment est-ce qu'on peut le garder le plus long possible. Et donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on regarde un bâtiment aujourd'hui, les fonctions qu'on veut aller ajouter, et on voit que le bâtiment n'est pas toujours adapté à la fonction qu'on avait en tête. Et souvent, on démolit des bâtiments en fait, avant d'aller voir, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres fonctions qui auraient été possibles dans ce bâtiment? Donc ça, c'est une question un peu plus vaste, aller voir plus loin de la question qu'une fonction, aller voir quelle autre fonction pourrait être possible dans les bâtiments d'aujourd'hui. Et bien sûr que les bénéfices d'aller réutiliser toutes les ressources et les matériaux qui sont déjà présents a un impact global qui est super beaucoup plus élaboré que juste aller regarder la démolition et la nouvelle construction, par exemple, passive. Donc, c'est la première stratégie à élaborer. La deuxième, en fait, c'est d'aller voir dans la nouvelle construction, mais aussi dans la rénovation, mais tiens, nos bâtiments aujourd'hui, on demande certaines fonctions, mais c'est clair que dans le futur, les fonctions, les demandes, le confort va encore aller évaluer. Et donc, comme concepteur de bâtiment, on peut aller penser en termes de scénario et de regarder, tiens, dans une fonction, par exemple une école, comment est-ce qu'on pourrait aller réaliser des bâtiments qui peuvent être utilisés de différentes configurations. Donc, comment est-ce que des classes pourraient être réalisées de façon modulable, que le bâtiment ne doive pas être tout à fait, des parties ne doivent pas être démolies, mais qu'on peut facilement aller faire des adaptations dans une fonction, mais aussi, comme je disais avant, de regarder comment est-ce qu'on peut aller penser dans d'autres fonctions dans le temps. Donc, d'aller faire une transfert d'une fonction à une autre et par exemple d'aller voir les hauteurs sol-plafond. Est-ce qu'on ne peut pas aller un petit peu les dimensionner de façon plus élaborée ou regarder comment la lumière entre en fonction de futures différentes utilisations d'un bâtiment.
Et c'est ce qu'on appelle la réversibilité spatiale. Alors, quand on parle de la réversibilité technique, en fait, on demande aussi aux concepteurs, aux ingénieurs, d'aller voir dans les différentes couches d'un bâtiment. Donc, on a typiquement la structure, les façades, les partitions, les techniques, etc., qui ont des différents cycles de vie, des différents besoins de changement. Et si on part de l'idée que les couches avec des plus grands changements, on veut pouvoir les adapter plus vite, il faut aussi aller faire en sorte qu'elles sont techniquement adaptables. Ça veut dire qu'on choisit des systèmes qui sont démontables et réutilisables dans le futur. Mais bien sûr, il faut aller voir où aller optimaliser. Il ne faut pas avoir que tout un bâtiment soit complètement démontable, mais il faut aller voir les couches par contexte, par fonction, où on peut mettre nos priorités. Et bien sûr, c'est un peu lié à les principes que je viens de démontrer, c'est d'avoir un mind shift que les bâtiments aujourd'hui, c'est nos sources futures de matériaux. Comme on voit aujourd'hui, au moment d'une démolition, on peut récupérer certains flux de matériaux, mais si c'est pas bien pensé, au moment de la rénovation ou une nouvelle construction aujourd'hui, il faut vraiment aller voir que la valeur des matériaux va seulement devenir de plus en plus importante et environnementalement, mais aussi économiquement. Donc, c'est vraiment de regarder ça d'une façon différente, un bâtiment comme source de matériaux futurs. Alors, si bien sûr le réemploi, c'est déjà une thématique qui est beaucoup plus ou meilleur connue vraiment à Bruxelles. On voit qu'il y a déjà des bons exemples de pouvoir intégrer dans des cahiers de charges, des bâtiments, bien sûr, du réemploi qui vient des projets sur le site même. Donc, par exemple, le projet Van der Goten à Bruxelles où 70% des briques d'un vieux bâtiment a pu être réutilisé sur place dans le nouveau bâtiment résidentiel. Mais à côté de ça, le deuxième slide, il faut aussi aller regarder, le prochain slide, oui, ce qui peut sortir des sites. Donc, il faut regarder le réemploi qui vient, qui peut être réutilisé sur le même chantier, mais bien sûr aussi, qu'est-ce qui sont les filières des flux de matériaux qu'on rénove, quand on démolit, qui peuvent aller dans d'autres bâtiments ou qui peuvent avoir aussi d'autres fonctions. Donc, par exemple, ici, on a un exemple de vitrage qui est récupéré pour construire des serres habitables dans un autre projet à Bruxelles. Et puis, on y est presque. Après, bien sûr, il y a aussi le choix des matériaux et on peut aller se focaliser sur des matériaux ou des systèmes qui sont complètement démontables et réversibles, comme j'avais déjà discuté avant. Mais on peut aussi avoir une approche de choisir vraiment des matériaux biosourcés qui ont un impact moins élevé que d'autres types de matériaux de construction. Mais en fait, c'est aussi au choix de l'architecte une stratégie comme une autre de la circularité. Et le deuxième slide après, en fait, les analyses de cycle de vie nous permettent en fait d'aller comparer des différents choix de matériaux et de pouvoir dire, tiens, dans certains contextes, on pourrait choisir un tel type de solution technique qui à travers du réemploi, l'adaptabilité d'un espace sur différents cycles de vie devient beaucoup plus intéressant qu'une solution B qui a peut-être un impact moins élevé au début, mais qui doit être complètement détruit et ne va juste pu être recyclé à côté et qui ne permet donc pas le réemploi. Donc, en fait, ces principes-ci, ces stratégies-ci, je vais juste les démontrer pour vous dire que, en fait, quand on parle ici de l'intégration dans les marchés publics, on parle de différentes choses et c'est donc assez complexe d'aller parler de l'intégration de l'économie circulaire dans les marchés publics. Aussi, vu qu'en fait, on peut parler de différentes étapes dans le cycle de vie. On peut parler d'un marché d'attribution à un bureau de conception où on demande vraiment au concepteur d'aller choisir, d'aller concevoir d'une façon adaptable, de choisir des matériaux circulaires. Mais on parle aussi de marché de travaux où il faut vraiment demander aux entrepreneurs de pouvoir mettre en œuvre ces principes-là, ou des marchés de démolition où les entrepreneurs doivent être capables de démanteler en
en matériaux réemployables à la fin de vie de ces bâtiments-là. Donc, il y a vraiment différentes phases dans le cycle de vie d'un bâtiment où on peut aller introduire ces principes dans les marchés publics. Donc, pour revenir alors, comment Bruxelles Environnement a déjà envisagé différentes initiatives pour discuter de cette matière. Il y a un an, nous avons élaboré le Vademecum bâtiment circulaire pour les maîtres d'ouvrage publics. L'idée, c'est vraiment d'aller les inspirer et de les donner des exemples concrets pour aller implémenter les différentes stratégies dont lesquelles je viens de vous parler et d'autres stratégies dans le bâtiment ou la rénovation circulaire. Et donc, dans la publication, j'ai mis le lien sur le dernier slide. Donc, d'abord, on donne les définitions des différentes stratégies, des exemples, mais dans un dernier temps, on montre aussi des clauses comme inspiration pour les différentes thématiques. Et donc, c'est sur cela que je vais vous montrer quelques exemples aujourd'hui sur lesquels on peut aller se baser pour les inclure dans des marchés publics aujourd'hui. Donc, par exemple, la programmation circulaire. Donc, on parle là de dire un bâtiment, il faut adapter un bâtiment à allez, il ne faut pas adapter, en fait, il faut adapter le programme au bâtiment et pas vice-versa. Donc, j'en avais déjà parlé dans l'introduction. Et regardez, bien sûr, le contexte du bâtiment. Un bâtiment n'est pas sur soi-même, donc il faut vraiment aller voir, si possible, par les maîtres d'ouvrage, dans son patrimoine, comment intégrer une bonne fonction dans les bâtiments qu'il a en stock. Et donc, comme exemple, dans les clauses, je demande le slide prochain. En fait, on peut aller préciser et lancer un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour définir ensemble un programme en meilleure adéquation avec les qualités spatiales et du contexte du bâtiment qui est concerné. Dans un deuxième temps, on peut aussi aller attribuer des points supplémentaires qui proposent par exemple des objectifs de cette éco-conception. Pardon, moi je reçois toujours des invitations à des gens qui veulent encore entrer dans la salle. Entrer. Oui, mais il faut toujours que je clique parce que ça vient au milieu de mon écran. Oui, voilà, parfait. On peut demander aussi, on peut attribuer des points supplémentaires quand il y a une conception multi-usage qui est déjà proposée à long terme ou des techniques et des assemblages réversibles qui sont proposés par les équipes. Pour la deuxième thématique du maintien de l'existant, c'est bien sûr une thématique qui est fort liée à la précédente, mais qui demande quand même une attention spéciale parce que ça peut englober beaucoup de différentes thématiques comme la structure qui est présente. Il faut aller voir si les bâtiments peuvent encore répondre en termes de législation des PB. Donc, il faut quand même aller voir une analyse un peu plus élaborée si le bâtiment peut être réutilisé pour une fonction ou une autre. Donc, la façon de mettre dans les clauses, le lien prochain, vous pouvez aller un peu plus vite. Mais donc, des inspirations sont vraiment de demander une évaluation du potentiel du maintien de l'existant et de projeter à partir du plus haut potentiel de maintien. Donc, c'est-à-dire si on voit que, par exemple, structurellement, il y a beaucoup de possibilités pour tout le bâtiment, c'est d'aller exiger, par exemple, que le bâtiment doit être tout à fait maintenu dans sa forme actuelle, mais on peut aussi aller voir qu'il y ait un pourcentage du bâtiment qui peut être démoli en termes de augmenter le confort ou la qualité de vivre dans le bâtiment, ou aussi aller attribuer des points supplémentaires aux offres dans lesquelles des plus grandes parties du bâtiment sont maintenues que dans des autres offres. Alors, quand on parle des inventaires, on parle des inventaires, bien sûr, de réemploi, mais on parle aussi des inventaires qui doivent être faits pour l'amiante et des déchets dangereux ou les inventaires des déchets en général pour pouvoir gérer mieux les flux de matériaux qui sortent dans les contextes de la rénovation ou dans la démolition.
Et donc, pour les inventaires de réemploi, il y a deux situations. Donc, d'abord, si l'inventaire de réemploi il est déjà réalisé en amont du cahier de charges, on peut vraiment aller inclure des clauses qui décrivent quels éléments doivent obligatoirement être réutilisés sur le site ou hors site. On peut aller inclure des clauses qui décrivent quels éléments doivent être démontés et le type de démantèlement, par exemple. Mais s'il n'y a pas, par exemple, pas encore d'inventaire qui est fait, il faut aller demander des clauses qui rendent en fait l'inventaire du réemploi obligatoire aux équipes qui entrent des offres et qui demandent et qui explicitent vraiment comment ils vont prendre en main le réemploi futur, comme le timing qui est très important parce qu'il y a le problème de logistique qui est très important dans le réemploi, c'est quand et comment vont se passer les différentes phases de la reconstruction pendant une rénovation et les matériaux quand seront-ils accessibles pour des éventuellement intéressés. Les personnes en charge, l'analyse des filières qui est déjà là. Donc, on peut aller vraiment beaucoup demander dans le cahier de charge. Et la même chose pour les inventaires, pour les déchets en général. Je ne vais pas aller rentrer trop dans le détail. Mais pour la conception réversible, que j'ai déjà introduite aussi, donc dans les clauses, on peut aller demander des notes. Vous pouvez aller au prochain slide. Donc, quand on parle de la conception réversible, par exemple, on peut aller demander aux répondants du marché de prévoir différents scénarios d'utilisation d'un bâtiment. Donc, en annexe des plans, des idées qui sont formulées pour le bâtiment, on peut leur demander, ben, tiens, comment est-ce que vous voyez différents plans de transformation du bâtiment au futur et comment est-ce que, par exemple, vous avez dimensionné la structure pour pouvoir y répondre. Et même chose pour la conception réversible technique, c'est de nouveau demander des notes, quel type de solutions techniques avez-vous en vue et décrire comment ils sont déjà disponibles sur les marchés, s'ils ont déjà des expériences, comment se passe le montage, le démontage, etc. Après le choix des matériaux et des produits, il y a bien sûr, comme je disais, différentes façons de regarder ce choix de matériaux. D'abord, on peut vraiment aller regarder les matériaux qui sont démontables et réutilisables, mais qui peuvent parfois aussi avoir un impact environnemental un peu plus élevé si on n'a pas vraiment de demande de devoir les utiliser ou les adapter dans le temps, parce que souvent, on a aussi beaucoup d'acier ou des matériaux un peu plus problématiques en termes d'environnement. Donc, il faut vraiment aller voir les appliquer d'une façon bien particulière par le maître d'ouvrage. Mais après, il y a le choix des matériaux biosourcés, réutilisés et aussi de regarder à travers des ACV, qu'est-ce qu'on peut aller exiger. Et donc, sur le prochain slide, quand on parle des choix de matériaux neufs, en fait, on peut aller faire déjà recours à l'outil Totem qui est déjà online et qui est élaboré par les 3 régions pour assister les architectes en matière des impacts environnementaux au moment de la construction, mais aussi tous les impacts qui seront générés durant le cycle de vie du matériel. Donc, c'est-à-dire les potentiels bénéfices qui sont liés au réemploi, au recyclage, etc. Donc, on peut aller demander dans nos cahiers de charges l'utilisation du totem ou d'autres outils qui permettent à faire un ACV. Pour les matériaux de réemploi, on peut aussi essayer d'aller objectiver le réemploi et d'aller imposer un certain niveau de réemploi dans le projet qui est dans un sorte de pourcentage qui peut être dans masse volumétrique, etc. Mais c'est un peu une discussion qu'on avait aussi pendant les différentes présentations. Comment est-ce qu'on va choisir ces taux-là? Et je peux un peu partiellement vous répondre par les slides qui viendront un peu plus tard. Je pense que peut-être il Je faut... profite de cette mini pause pour dire qu'il reste 8 minutes, questions comprises.
Ok, ben alors on continue les prochains slides. C'est juste pour démontrer que toutes les thématiques sont un peu abordées de la même façon. Il y a des clauses généralistes qui sont un peu qui peuvent inspirer. Donc continuer et oui, encore continuer. Vous trouverez tout ça dans notre Vademecum. Et pour aller un peu plus en détail, parce que comme je dis, les inspirations sont assez généralistes, même s'il y a vraiment des annexes qui sont reprises plus en détail. Mais je pense que ça vaut la peine encore de discuter du projet, attends, le slide juste avant, du projet Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements, qui est un projet qui est mené par Rotor et Bruxelles Environnement et un des partenaires. Et dans ce projet-là, on focalise vraiment sur le réemploi, essayer d'augmenter le taux de réemploi dans le secteur de la construction. Et donc, une première partie du projet a été finie justement fin de cette année passée. Et il y a une première publication qui traite vraiment sur les stratégies de inclure le réemploi dans les marchés publics à base les différents types de marchés publics qui sont aujourd'hui lancés, mais aussi illustrés par 15 projets pilotes, dont 2 à Bruxelles. Donc, je parlerai un petit peu plus en détail. Et à côté de ça, dans le projet-là, on a aussi une publication très intéressante sur comment établir les inventaires réemploi que vous voyez à la droite. Et donc, dans le prochain slide, je veux juste vous montrer qu'il y a différentes fiches qui ont été établies pour les projets pilotes. Et ici, c'est l'exemple pour Greenpeace 2, où exactement cette question de fixer des taux pour le réemploi a été abordée par une stratégie spécifique qui a été abordée ici. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'un point de vue d'aller définir un minimum de pourcentage de réemploi et de incentiver les soumissionnaires d'aller une ambition plus élevée. Donc, si vous allez au slide prochain, en fait, l'idée, c'est par consultation des marchés qui demande bien sûr un travail à préalable, mais d'aller voir pour les différents lots qu'on a besoin dans l'architecture, on pourrait dire par exemple les menuiseries, le revêtement du sol, l'équipement sanitaire, de faire en fait une sorte d'étude de marché sur ce qui est possible aujourd'hui pour aller figer des taux de réemploi qui sont ou bien vraiment exigés ou bien optionnels à démontrer par les soumissionnaires quelles sont les ambitions. Et donc, cette stratégie qui a été élaborée ici pour ce projet pilote démontre, peut peut-être vraiment répondre à cette question, comment établir un taux qui n'est pas toujours si facile que ça, mais il démontre en fait comment on peut le faire et ce qui est possible dans certains cas d'études. Donc, je pense que ma collègue aurait pu vous en parler beaucoup plus, Marilyn, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et après, juste pour vous dire aussi que nous sommes en train de finir deux accompagnements avec différents maîtres d'ouvrage publics, une sur la thématique de la circularité et un sur l'intégration de totems dans les marchés publics, parce qu'on voit quand même que le contexte est parfois très spécifique pour pouvoir intégrer ça dans les clauses techniques, etc. Et donc, on espère, après tous les cas d'études qu'on a assisté, de les mettre sur notre guide bâtiment durable pour pouvoir inspirer d'autres cas d'études. Donc ça, c'est un travail qu'on fera les mois prochains. Et donc, pour terminer, je pense que c'est important parce que dans la première présentation, on en parlait, qu'on est en train d'aussi faire nous-mêmes un exercice de voir qu'est-ce qui existe déjà en termes de cette matière d'économie circulaire intégrée dans les marchés publics, pas seulement à Bruxelles, mais aussi en Wallonie et en Flandre. Donc, on est en train prochain slide, de faire à ce moment-ci juste un sort de Excel où on donne des caractéristiques de ce qu'on a trouvé et ou sur les thématiques dans le cycle de vie et dans quelle région. Et voilà le slide final. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives en cours, pas seulement chez BE, mais dans les différentes régions. Mais les difficultés qu'on voit, que c'est pour le secteur de la construction, d'abord, les stratégies sont très différentes. On a beaucoup de thématiques. On trouve beaucoup de différentes sources dans différentes langues aussi, malheureusement, et différents contextes. Mais le défi aujourd'hui, c'est de vraiment aller synthétiser tout ce qui est en cours, toutes les initiatives et de renforcer les demandes qui sont aujourd'hui à travers d'un regroupement de toutes ces initiatives qu'on est en train de faire partout.
Et voilà, pour moi, c'est un peu la synthèse de ma présentation aujourd'hui. J'espère que vous avez peut-être encore des petites questions ou une discussion à lancer là-dessus. En tous les cas, un tout grand merci pour cette présentation bien complète. Bon, malheureusement qu'on doit un petit peu terminer au pas de course, mais Oui. voilà, en tout cas, vous aurez les présentations par la suite. Et je sais pas, on a peut-être encore 2 minutes pour l'une ou l'autre question. Le biosourcé, selon le Life Cycle Initiative de l'ONU, n'est pas nécessairement avec un meilleur impact. Quelle est l'échelle de temps qui doit être couverte par le concepteur? Ah oui, c'est des questions différentes. Pardon. Donc, quid du biosourcé par rapport à l'analyse du cycle de vie? Ça, c'est une première question. L'échelle de temps qui doit être couverte par le concepteur. Et troisième question, par la même personne, comment est-il tenu compte de l'évolution de l'urbanisme et de l'évolution des législations sur les produits? Ok, beaucoup de questions. On va commencer par une, le biosourcé. Oui, voilà, pour Ben, la suite, on n'aura pas trop le oui, temps, mais oui, non, mais je veux juste dire pour le biosourcé et les impacts environnementaux, c'est un travail qui est fait actuellement dans le totem pour aller intégrer un maximum possible, d'aller voir les impacts initiels. Je ne sais pas, moi non plus, dire oui ou non si parfois ils ont un impact plus élevé, oui ou non. Après, il faut voir toujours dans quelle application, dans quel contexte. Et c'est ce que je voulais dire aussi avec les, les produits qui sont adaptables, réutilisables, s'ils sont mis dans un mauvais contexte où il n'y a jamais d'adaptation, en fait, on va créer des impacts plus élevés quand on regarde le cycle de vie. Si on met des produits biosourcés, par exemple, sur les façades où il n'y a pas beaucoup de changements, et donc les biosourcés ne sont pas nécessairement facilement adaptables, mais s'ils ils ont un impact moins élevés et qui peuvent rester là pour le reste de la vie et être récupérés, recyclés à la fin de vie, ça peut être une bonne application. Donc, il faut toujours un peu voir dans quelle application est-ce qu'on met les matériaux dans cette vue de cycle de vie. Donc, c'est un peu, c'est pas noir-blanc, je trouve, le choix des matériaux, mais il faut bien, comme concepteur, aller regarder différents scénarios. Après les autres questions, je ne sais pas s'il y a encore un peu de temps pour... voilà, et on va essayer Oui, de s'aligner sur oui. les autres, je veux dire, orateurs. Et donc, on va aller rejoindre soit le groupe emballage, soit le groupe ICT, soit le groupe textile. Je mets les liens dans le chat. Et voilà, les séances vont commencer directement. J'espère que vous resterez disponibles pour répondre aux 2 questions par la suite, peut-être par mail alors aux orateurs. Voilà. Merci. Un grand merci à vous pour votre participation. Avec plaisir. Et à tout de suite dans une autre session.